Bonjour à tous. Alors une petite vidéo très courte, enfin très courte, je sais pas, le plus court possible. Comme convenu, je vais refaire le cours de mardi pour ceux qui étaient absents, mais aussi pour ceux qui étaient présents, histoire de se remettre dedans et bien comprendre le raisonnement de base qu'on va mener à chaque fois qu'on fera un exercice de mécanique. Je vous ai mis en pièce jointe le cours. Donc je vais commencer par commenter le cours sur les lois de Newton, la première et la deuxième loi de Newton, et puis on verra dans les exercices comment l'utiliser. Alors, c'est parti. Donc, d'abord, pour commencer par le cours, euh, il faut expliquer un petit peu les deux lois de Newton. Donc, quand on commence un exercice de mécanique, on définit toujours un système et un référentiel. Alors, il faut que le référentiel que l'on choisisse soit dit galiléen, c'est-à-dire que c'est un référentiel qui est en translation, qui tourne pas trop vite sur lui-même, sinon ça a des effets sur les mouvements, le fait de tourner. Donc la Terre est considérée comme un référentiel galiléen, elle tourne très vite sur elle-même. Tout objet qui est en translation est considéré comme galiléen. Et là-dedans, dans ces référentiels-là, les lois de Newton s'appliquent. Donc on commence un exercice en disant toujours, je définis mon système, ça va toujours commencer par ça. Le système, le référentiel dit galiléen, donc il faut préciser quel référentiel et donc dire qu'il est galiléen. Et une fois qu'on aura fait ça, euh, on pourra commencer à définir un repère OXY, OXYZ, ça va dépendre de la complexité. OX tout court, il y aura tout un tas de repères. Désolé pour la qualité de l'écriture. Donc ça, c'est trois premières choses à définir. Puis après, on va faire ce qu'on appelle le bilan des forces, que je peux noter BDF. Vous verrez qu'à chaque fois, systématiquement, pour les exercices où on a besoin de déterminer les équations horaires du mouvement, on fera toujours ça. Donc, quelque chose à définir, le système, le référentiel, le repère et le bilan des forces. Et après, on peut appliquer les lois de Newton. Je dis la première loi de Newton. La première loi de Newton, c'est une loi que vous connaissez déjà de la seconde. Elle dit qu'à un système, la somme des forces qui s'appliquent à ce système est nulle, autrement dit, si les forces se compensent, alors cela signifie que l'objet est soit à l'équilibre, c'est-à-dire immobile, et il reste immobile, soit il est en mouvement rectiligne-uniforme. Dans les deux cas, s'il est au repos ou en mouvement rectiligne-uniforme, on peut dire que le vecteur vitesse est égal à un vecteur constant. Parce que dans cette notation, un vecteur vitesse égale un vecteur constant, ça signifie que la vitesse est toujours la même et qu'elle a toujours la même direction et le même sens. Donc c'est rectiligne. Ce qui fait que c'est rectiligne uniforme. Mais cette façon d'écrire, c'est la même chose que la vitesse qui est égale à un vecteur nul. Hein. C'est pareil. Une constante, un vecteur nul est une constante. Donc c'est un cas particulier du vecteur vitesse constant où on a une immobilité et ça revient au même. Donc on peut avoir soit immobilité, soit mouvement rectiligne uniforme. Pour être concret, si je jette un caillou dans l'espace, alors la somme des forces qui s'appliquent au caillou, elle est nulle dans l'espace, très très loin de toute planète, et il n'y a plus d'attraction gravitationnelle. Et pourtant, il avance toujours ce caillou sans jamais s'arrêter en ligne droite. Donc il a un mouvement rectiligne uniforme et il n'y a aucune force qui s'applique sur lui. Donc la somme vaut 0. Ça prouve bien que ça fonctionne. Donc ça, c'est aussi ce qu'on appelle le principe d'inertie, qui a été énoncé en seconde. Maintenant, avant de voir la deuxième loi de Newton, ce qu'il est important de comprendre, c'est comment est-ce qu'on va manipuler des vecteurs forces. Parce que de voir que deux vecteurs force se compensent lorsque ces deux vecteurs sont collinéaires, comme je pourrais le dessiner ici, je vais vous montrer. Si je fais un vecteur qui est comme ça, alors normalement c'est censé être droit, hein, comme je dessine à la souris, c'est pas très joli. Et puis un vecteur qui est, donc si le point de départ est là, et puis un autre vecteur, si je prends une autre couleur, le vecteur F2 qui est comme ça, hop, si la longueur ici et là est identique, on comprend aisément que la somme de F1 plus F2, ça s'annule, puisque l'un compense l'autre, ils sont en sens opposé.
Maintenant, quand j'ai deux vecteurs qui sont pas collinéaires, ben, pour faire la somme, je ne peux pas additionner les deux valeurs des vecteurs parce qu'ils ont pas la même direction. Dans ce cas-là, on va avoir besoin de projeter ces forces-là. Alors, ça sera valable aussi pour les vitesses, aussi pour les accélérations. Pour tout vecteur, on peut projeter en deux composantes. Quand le vecteur est en oblique, c'est-à-dire qu'il est penché à la fois sur l'axe vertical et l'axe horizontal, alors on dit qu'il a deux composantes. Voyons comment on fait, par exemple, ici dans ce cas où on veut additionner le vecteur F1, force 1, plus le vecteur force 2. Le vecteur force 1, quand je le projette sur mon système d'axes OX, Y, je vais avoir deux composantes, une suivant X et une suivant Y. La composante suivant X, toujours il faut que je me pose la question très importante du signe. Alors, le signe, quand on regarde la force F1, elle est en sens inverse de l'axe OX. Donc je sais que ça va être un signe qui est négatif. Donc déjà, d'entrée, je sais que c'est négatif sur l'axe OX. Et cette force, elle est intégralement sur l'axe OX, donc le long de l'axe, elle est intégralement horizontale vers la gauche. Donc l'ensemble de la valeur de la force, donc je vais noter ça F1 mais sans la flèche, et là c'est la norme du vecteur, c'est la longueur de cette force, la valeur de cette force, va être intégralement sur X. Donc ça vaut moins F1, parce que c'est négatif, ça avance en sens inverse. Maintenant pour sa composante suivant Y, eh bien il n'y a pas du tout de valeur de force qui monte ou qui descend, cette flèche est totalement horizontale, donc il y a zéro composante verticale, je vais pouvoir dire que j'ai aucune force, aucune partie de F1 qui ne force verticalement. Maintenant, s'agissant de la force F2, c'est plus compliqué, puisqu'on voit bien sur le dessin que cette force, elle est en oblique. C'est-à-dire qu'à la fois, elle va monter suivant la verticale, mais elle va aussi avancer suivant l'horizontale. Dans ce cas-là, je vais voir apparaître deux composantes que je peux mettre en évidence ici. Là, c'est la partie qui avance, je vais donc l'appeler F1x. F1x. C'est la composante horizontale de ma force. Ici, c'est la partie qui monte, comme ça. Je peux l'appeler F2x. C'est la composante F2y, pardon, j'ai dit F1x et F2x. Ici, c'est F2x. Et ici, ce qui monte, c'est F2y. En réalité, le F2y, je le retrouve également de ce côté. F2y, c'est la partie qui monte ici. Je vais donc pouvoir effacer, histoire de trop surcharger mon dessin, le F2y que j'ai dessiné là. Voilà. Et je vais faire apparaître maintenant un angle. Un angle, en général, qu'on connaît dans les énoncés, cet angle-là, que souvent on appelle alpha, θ, ça dépend des cas de figure. Cette force rouge, elle a une longueur qui est connue sur ce côté-là. Cette longueur, c'est la norme de la force, c'est-à-dire c'est la valeur de F2 ici. Donc, j'ai l'angle alpha. J'ai ce côté, alors je vais l'écrire différemment. Ce côté qui vaut F2. Je vais l'écrire un peu au-dessus, pour pas que ça me gêne trop. Et je connais, je cherche à connaître F2Y et F2X. Donc, je vais tâcher de recommencer. Donc, ici, c'est la valeur de F2. Je mets sans la flèche parce que je m'intéresse à la longueur de ce côté ici. Alors, je vois qu'ici, j'ai affaire à un triangle rectangle dans lequel je vais appliquer des relations de trigonométrie. Alors, il faut se souvenir des moyens mnémotechniques. En trigonométrie, il y a trois opérateurs, le sinus, le cosinus et la tangente. SO, K, c'est le moyen mémotechnique. SO, comme ça, K et toi pour la tangente. Quand on a S, ça signifie que c'est le sinus de l'angle, sinus de alpha. Donc ça, je le fais au brouillon en général. Et OH, ça veut dire opposé sur adjacent. Alors ici, si je cherche le côté opposé de l'angle, c'est F2Y. Si je cherche maintenant à diviser ça par
l'hypoténuse H, bah, c'est F2. Donc cette relation, elle va me permettre de trouver f de x. Parce qu'il suffit f de y, pardon. Je vais le mettre en couleur, pouvoir dire maintenant, si je modifie cette relation, que f de y c'est égal à f2 fois sinus d'alpha. Donc je vais avoir l'hypoténuse f2 fois le sinus de alpha. On verra dans les exercices, à chaque fois, on se posera ces questions-là. Non, c'est pour, pardon, c'est pour f de y. Hein. f2 sinus alpha. Pour f de x, je ne l'ai pas encore déterminé. Donc je vais l'effacer. Maintenant, je vais appliquer le saut, le catoire. Alors le K, c'est le cosinus. Donc le cosinus alpha, c'est normalement le côté adjacent, c'est-à-dire le côté qui n'est pas l'hypoténuse mais qui touche l'angle, c'est-à-dire f de x, sur h, c'est-à-dire l'hypoténuse, sur f2, parce que l'hypoténuse, encore une fois, c'est ce côté-là. Ce qui fait que f de x est égal à f2 fois cosinus alpha. Donc je vais pouvoir ajouter la composante horizontale de cette force, et je sais qu'elle vaut f2, la valeur de la force, f2, fois le cosinus de l'angle alpha que j'ai dessiné sur cette représentation. Voilà. Donc quand je connais f2, donc si on me donne la valeur de la force et l'angle, bah, je peux connaître les deux composantes grâce à ces deux opérations. Maintenant, si je fais la somme des deux forces, quand je fais une somme de vecteurs, bah, je peux soit graphiquement dessiner, bah, c'est graphique, la somme des deux, je fais F2, alors je ne l'ai pas très bien fait, mais il faut le refaire exactement de la même manière, à identique, F2, et puis après, depuis cet endroit-là, je vais dessiner depuis l'extrémité F1, comme ça, donc, je vais arriver, je le fais pas très bien, hein, à peu près par là, c'est très mal fait, excusez-moi, mais ça c'est graphique. Et si je veux la somme des deux, bah, la somme des deux, c'est ce que j'obtiens, c'est-à-dire entre le départ et l'arrivée. Donc la somme des deux, la somme des forces ici, je l'obtiens là. Ça c'est la somme des forces, F1 plus F2. Mais désormais, je ne vais plus trop le faire graphiquement. On va appeler ça la somme des forces extérieures, si ce sont les forces extérieures. Je vais le faire par le calcul. Et par le calcul, j'additionne les deux composantes. Donc ici, je vais avoir pour fx de la somme des forces suivant x, bah, je vais rajouter celle de F1 plus celle de F2. Qui commence par moins F1 plus F2 cos alpha. Je pourrais faire le calcul, voir si ça fait 0. Si ça fait 0, ça veut dire que ça se compense sur l'horizontalité. Pareil pour fy, je vais additionner cette valeur-là, c'est-à-dire 0, que je ne mettrai pas à la fin, plus bah, f2 sinus alpha. Alors, j'ai pas insisté sur une chose sur laquelle il faudra tout le temps insister quand je projette ce vecteur, donc sinus alpha. Voilà, j'ai la somme des forces. Toujours, je me pose des questions sur le signe. Là, je peux le mettre, f de x, ça avance, donc c'est positif. F de y, ça monte, suivant la direction de l'axe y, donc c'est positif aussi. Je ne les ai pas mis, puisqu'on n'est pas obligé de mettre un plus devant. Mais attention, parfois, j'aurai un vecteur oblique qui va en arrière, ou qui descend, comme ça. Et dans ce cas-là, j'aurai deux valeurs négatives, ou une seule qui est négative sur les deux. Enfin, il faudra se méfier dans chaque cas. Donc voilà comment on projette des vecteurs. On peut faire la même chose avec des vitesses, avec des accélérations, puisque c'est des vecteurs. Alors voyons voir dans les exercices maintenant comment manipuler tout ça. Avant ça, on finit avec la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, elle dit que si les forces ne se compensent pas, les forces extérieures qui s'appliquent sur le système ne se compensent pas, alors on va avoir une modification du mouvement, c'est-à-dire une accélération. L'accélération, elle va pas être nulle.
elle va avoir une certaine valeur. Donc on va avoir une vitesse qui change en direction, en valeur éventuellement, ou juste en valeur, enfin en tout cas elle va changer. Et il est bien évident que plus l'objet est lourd, donc plus la masse est importante, plus son accélération sera faible. C'est plus difficile de mettre en mouvement ou de modifier le mouvement de quelque chose qui est lourd plutôt que de modifier le mouvement de quelque chose qui est léger. Donc la masse intervient. Donc c'est ce que dit la deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération que subit ce système. La somme des forces extérieures appliquées au système est égale à la masse du système fois son accélération. En fait, cette deuxième loi de Newton, elle part déjà de la première, parce que si ça se compense, bah, l'accélération est nulle. Et une accélération qui est nulle, c'est un vecteur vitesse qui est constant. Dire qu'un vecteur vitesse est constant ou dire qu'une accélération est nulle, c'est la même chose, puisque dériver un vecteur constant, ça donne 0. Donc ça revient au même. Hein. Dire qu'une accélération est nulle, ça signifie qu'on a un mouvement rectiligne uniforme ou un repos. Donc en fait, ce premier principe d'inertie, la première loi de Newton, découle directement de la deuxième. Si ça se compense, bah, l'accélération est nulle, donc j'ai un mouvement rectiligne uniforme. Si on retient que la deuxième, on connaît déjà la première. Alors quelques remarques, on peut utiliser la deuxième loi de Newton, elle va être hyper puissante, parce que en connaissant les forces, qu'on sait en général assez facilement, eh bien on va pouvoir, grâce à ces forces-là, déterminer l'accélération. Donc on pourra déterminer l'accélération subie par un système si les forces sont connues. Et inversement, si on pourra déterminer les forces si on connaît l'accélération. Si on a mesuré par exemple avec un TP, on peut trouver l'accélération, on peut remonter aux forces. En général, c'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe. Grâce à la connaissance des forces, on trouve l'accélération. Et une fois qu'on connaîtra l'accélération, on va pouvoir déterminer les équations horaires du mouvement, c'est-à-dire que vaut les vitesses, les composantes des vitesses, x et y, que valent la position x et y au cours du temps. On va tout savoir. Alors vous allez le comprendre dans le dernier exercice. D'abord, prenons l'exercice 21, on l'avait déjà fait en cours, je le fais très rapidement. Que peut-on dire de la somme des forces qui s'exercent? Ici, on voit le triangle ici qui revient sur ses pas, donc graphiquement, on voit que ça se compense. Mais on va pouvoir le faire par le calcul, c'est ce qu'on avait fait. Donc là, on voit que ça se compense. Le système est immobile, donc les forces se compensent, puis on le voit ici. Justifier que la boule soit à l'équilibre, sur la figure, on constate bien que la somme des trois vecteurs est nulle, donc ça revient sur place. Calculer la valeur du poids et en déduire par des relations trigonométriques les valeurs des deux autres forces. C'est là qu'interviennent les projections. Donc le poids, M fois G, hein, le poids, il faut vraiment connaître par cœur, le poids c'est M fois G. M c'est 100 grammes, mais il faut qu'il soit en kilogrammes, et G c'est 9,8. Donc 0,8 kg fois 9,8, c'est 3,9 newtons pour le poids P. Maintenant, je vais définir ce repère OXY que j'ai déjà dessiné ici. Donc on va appliquer appliquons le fait que la somme des forces extérieures s'annule. Alors, on définit le repère. Alors, je ne vais pas commencer l'exercice comme il le faudrait. Il aurait fallu que je définisse ici le système, histoire d'être un peu rigoureux. Le système, c'est la bille, c'est la boule. Le repère, le référentiel, c'est la Terre, c'est galiléen, c'est terrestre. Donc, je commence normalement par préciser si ce n'est pas précisé dans l'énoncé. Une fois que c'est précisé, je définis un repère au XY. Y c'est la verticale, X c'est l'horizontalité vers la droite, verticale vers le haut. Et puis je vais projeter chacune de ces forces dans ce repère, comme on vient de le faire. Alors, projetons les forces sur les axes. D'abord, la plus simple, on va prendre la force F. On voit qu'elle est intégralement sur l'axe X en arrière. Donc, je vais pouvoir dire que Fx vaut moins F, parce que c'est en arrière, c'est horizontal. Et Fy, comme ça ne monte pas, ça descend pas, ça vaut 0. Pour le poids, c'est pareil, j'aurai qu'une seule composante, c'est la composante verticale, puisque le poids vertical, j'aurai 0 valeur suivant x. Donc pour le poids, je vais pouvoir dire que px vaut 0, et que y il vaut moins p. Maintenant, concernant p. Alors, p, j'ai un angle ici de 30 degrés. Alors je vais refaire le dessin quelque part.
mais il va falloir que j'utilise les sinus et les cosinus. Donc, si je refais juste cette force T, comme ça, je l'ai pas très bien faite, mais l'idée c'est d'avoir juste le dessin. Ici, j'ai la verticalité, donc la composante verticale de la force. Ici, la composante horizontale. Mon triangle, il est rectangle ici. Et l'angle que je connais, il est là, c'est 30 degrés. Ici, je vais avoir x, c'est la composante horizontale, mon vecteur t. Et ici, y. Il va falloir que j'utilise encore les sinus ou les cosinus. Alors, je réfléchis. Alors, si j'utilise d'abord dans l'ordre sinus, so, c'est l'opposé sur l'adjacent. Donc sinus 30 degrés, c'est tx sur l'opposé sur l'hypoténuse. Hein, so, sinus 30 égale l'opposé, c'est tx divisé par t qui vaut l'hypoténuse ici. T, c'est la longueur de cette force. J'en déduis donc que x sera égal à t fois sinus 30. Je raisonne sur le signe, ça avance, donc c'est positif. Donc je mets un plus, plus t fois sinus 30. Maintenant, si je prends le cosinus de 30 degrés, il est égal au côté adjacent, c'est-à-dire ty sur t, sur l'hypoténuse. Du coup, ty est égal à t fois cosinus 30 degrés. Je connais maintenant, et c'est positif également, puisque ça monte. Donc je mets un plus partout. Maintenant, je connais les composantes de ces trois forces, je vais pouvoir faire la somme de ces trois forces. Donc je vais pouvoir dire que suivant l'horizontalité, suivant x, je vais faire fx plus px plus tx, et je vais dire que c'est censé être égal à 0. Pareil pour les valeurs suivant y. Je vais me retrouver donc avec deux équations. La somme des forces extérieures, elle a deux composantes quand j'additionne tout, moins f d'abord, plus 0 ici, plus t sinus 30, ça c'est égal à 0. Suivant la verticalité, suivant y, je vais avoir 0 plus moins p plus t fois cosinus 30 qui est égal à 0. Et bien grâce à ça, je vais pouvoir déterminer des valeurs inconnues. Je vais m'intéresser d'abord à la deuxième équation, puisque P est connu, c'est 3,9. P n'est pas connu, mais cosinus 30 est connu, donc tout le reste, ici, je n'ai qu'une seule inconnue. Donc je vais pouvoir calculer T. Donc, avec la première relation qui est ici, je vais remplacer par les valeurs que je connais. Hein, si je prends cette première relation-là, et c'est mg. Alors, si j'écris cette relation sous la forme T égale, le moins P que je fais passer de l'autre côté de l'égalité, il va devenir positif, ça va me faire plus P quand je le passe de l'autre côté. Et puis ensuite, je vais diviser par cosinus 30, je me retrouve avec P sur cosinus 30. P, c'était 3,9, divisé par cos 30, on se méfie, faire en sorte que la calculatrice soit bien réglée en degrés, et on va trouver 4,5 newtons. Ensuite, je connais T, donc je vais pouvoir indiquer que je connais dans cette relation, il n'y a plus que F que je ne connaîtrai pas. Donc je vais utiliser la deuxième relation, et je vais faire passer moins F de l'autre côté de l'égalité, ce qui va me donner plus F. Je vais pouvoir dire que F vaut T fois sinus 30. Et c'est 4,5 et sinus 30, je le calcule en mettant bien en mode degré, je trouve 2,3 newtons. J'ai tout calculé. Exercice 23, la poussée au bobsleigh. J'ai un bobsleigh ici. Il y a trois forces qui sont la force exerce la terre sur le bob, donc c'est ce qu'on appelle le poids. Il y a la réaction du support, c'est-à-dire la réaction du sol, R. Je peux remarquer que ces deux forces se compensent, sinon mon bob il s'enfoncerait dans le sol ou il se mettrait à décoller. J'ai la force de poussée des deux bobs, des deux sportifs là, qui sont en train de pousser, qu'on peut matérialiser depuis ce point comme ça. Donc ça c'est grand F. Et puis il y a toujours quelques frottements ici quand on est à haute vitesse qui se matérialisent par une petite force en arrière. Ok. Donc, donner les caractéristiques du vecteur résultant des forces, c'est-à-dire la somme des forces extérieures. Alors, j'ai des valeurs, on va pouvoir calculer un certain nombre de choses. Et puis, on va voir. D'abord, le système, c'est le bob. Donc, on définit le système. Le référentiel, c'est la Terre, toujours. Je peux le mettre ici. On verra quel repère on définit. D'abord, la première chose qu'on peut dire, c'est que R et P se compensent. Ça fait 0. Donc,
On va faire ça. Si on fait la somme de ces 4 forces, R et P, on va voir qu'ils font 0. Après, les seules forces qui vont avoir une incidence, ce sont celles-là, donc ça va se passer suivant l'horizontalité. Donc je vais définir un repère OX qui est horizontal, qui va me servir pour pouvoir raisonner. J'aurais pu mettre OY aussi, mais tout ce qu'on pense sur OY, donc c'est pas indispensable. Je peux le faire, mais c'est pas indispensable ici. Je vais pouvoir projeter les forces. Alors, la valeur de F suivant X, que je vais appeler Fx, elle va valoir moins F, et la valeur de grand F suivant X va valoir plus F. Je vais juste projeter sur l'axe. Il y en a une qui est négative, l'autre qui est positive. Elles sont intégralement sur l'axe. Par conséquent, si je fais la somme des 4 forces, les deux premières, on l'a dit, elles se compensent, donc elles vont pouvoir s'annuler, ces deux-là. Là. Je ne sais pas pourquoi mon pointeur ne marche plus, mais celle-là et celle-là, je peux les annuler. Je me retrouve avec plus f en vecteur, plus grand F en vecteur. Alors là, j'ai mis des flèches, hein, je ne mets pas de signe, je parle des vecteurs. Puis, je vais projeter cette relation sur l'axe OX. Donc, ça va être petit f plus grand F que je vais projeter sur l'axe X. Et je vais dire que petit f, bah, c'est moins f, suivant X, OX, et grand F, c'est plus f. Donc, je vais pouvoir dire que moins f plus f, ça fait... Et là, je peux mettre les valeurs, puisque là, je suis en train de faire un calcul, il n'y a pas de vecteur, hein, je suis dans la valeur suivant X. Hein. Donc 250 pour grand F, moins 25 pour petit f, ce qui me fait 225 newtons. Je peux ainsi dire que la somme des forces extérieures, elle a une norme de 225 newtons, que sa direction c'est horizontale, que c'est vers la gauche, et son point d'application, bah, c'est le centre de gravité du bob. Ça c'est les caractéristiques. Petit 2, on déduire la valeur du vecteur accélération. Donc je vais appliquer la deuxième loi de Newton. Comme la somme des forces extérieures ne se compense pas, je peux appliquer cette deuxième loi de Newton en disant que la somme des forces extérieures appliquées au système est égale à la masse du système fois son accélération. J'en déduis l'accélération du système en faisant passer le m de l'autre côté. Le m, il va venir diviser la somme des forces extérieures. Du coup, en valeur, donc quand je parle aux valeurs, j'enlève les vecteurs. Tout est suivant l'axe OX. Je peux raisonner suivant l'axe OX. Et ainsi dire que l'accélération que je calcule, c'est l'accélération AX. Hein. Donc, la valeur de A est donc sur l'axe X, hein, c'est sur l'axe X. Je ne l'ai pas précisé ici quand il n'y a qu'un seul axe, mais il faudra le préciser. La somme des forces extérieures, elle est que sur X, c'est 225, divisé par la masse, donc 225 sur 300, ça me fait 0,75 mètres par seconde au carré, puisque c'est l'unité de l'accélération. J'ai une accélération ici du bob qui vaut 0,75 mètres par seconde au carré. Chaque seconde, mon bob avance de 1 à 0,75 mètres par seconde supplémentaire. C'est ça que ça signifie. Exercice 24. Cette fois-ci, on a dans un tapis roulant branché comme ça, dans lequel on fait monter une valise. Alors, il y a 4 forces qui s'appliquent à ce système. La force de traction du tapis roulant, grand F, la réaction du tapis roulant qui l'empêche de s'enfoncer, et le poids qui sont matérialisés ici. Construire à l'aide d'une échelle judicieusement choisie le vecteur résultant des forces. Bon, je peux reporter ces trois vecteurs et en prenant comme échelle 1 cm pour 100 N, si je reprends les bons angles avec un rapporteur, je fais P, je fais ensuite F, et ensuite je reporte R, je pourrais le faire avec un papier calque et constater que ça revient à peu près sur place. J'en déduis que la somme des forces est nulle. Du coup, le vecteur accélération, il vaut 0. C'est la première question, c'est la façon rapide de le faire, mais moi, ça me plaît pas bien. Donc, on peut dire que si ça vaut 0, on peut dire que l'accélération, elle est nulle. Mais bon, reporter des vecteurs et faire une construction, moi, ça me plaît pas trop. On va le faire comme on a fait jusqu'à présent, projection. Donc ça, c'est la question petit 2, hein, l'accélération est nulle. Alors, on va le faire de façon plus rigoureuse par le calcul, même si ce n'est pas demandé ici. On va choisir un repère OXY intéressant. Alors, quel repère on pourrait choisir ici qui soit intéressant, de manière à ce que j'ai des forces qui soient le plus simple possible. Si je choisis un repère classique que je vais effacer après,
verticale et horizontale, comme ça. Hop, alors j'arrive pas à faire vertical et comme ça. Alors je vais constater qu'à part le poids P qui est intégralement sur l'axe Y, les deux autres, elles seront obliques. Ça va être compliqué. Il va falloir que j'utilise des sinus et des cosinus de partout. Donc je vais pas choisir ce système-là. Surtout pas. Ah mince, ma gomme. Hop. Donc c'est pas un bon choix de repère que de choisir un repère vertical et horizontal pour mes deux axes. Je vais choisir une autre option. Je vais choisir de me calquer sur la direction de la pente et la perpendiculaire de la pente. Donc je vais avoir un repère orthonormé quand même, mais grâce auquel je vais avoir deux forces qui sont simples. F et R vont être soit sur un axe, soit sur l'autre. Donc voilà le repère que je vais privilégier. L'origine sera ici. X, c'est suivant la pente. Et Y, c'est perpendiculaire à OX. Alors, dans ce repère, on va projeter les forces sur les axes et on va vérifier que ça fait à peu près 0. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que dans ce nouveau repère, je peux dessiner un triangle avec les deux composantes du poids, c'est lui qui est en oblique. De ce côté-là, je vais voir la valeur x du poids, donc je vais appeler px, et ici, sur cet axe-là, je vais avoir la composante verticale. Alors, pour les deux premières forces, ça va être simple. R est totalement positif sur Y, donc ça va être RY qui vaut R et Rx qui vaut 0. Pour la force F, ça va être facile aussi, puisqu'il n'y a aucune valeur suivant l'axe Y. C'est intégralement sur l'axe OX. Donc je vais pouvoir dire que Fx vaut F, et il est positif, ça va vers la droite, et que Fy vaut 0. Facile. Maintenant, s'agissant du poids, ça va être plus complexe. Alors, il y a une petite astuce. Le problème, j'ai un triangle rectangle ici, mais je ne connais pas l'angle. Je ne connais que cet angle-là de 100 degrés, et je ne connais pas cet angle ici. Je peux le connaître quand même, parce que c'est un repère orthonormé ici. Donc, si cet angle-là fait 100 degrés, celui qui est ici, lui, il fait 90 degrés. Donc, il va me rester combien pour aller à 100? Bah, ici, 10 degrés. Donc, cet angle-là que j'ai entre le poids et l'axe Y, c'est 10 degrés. Puisque ça va être 100 moins 90, parce que j'ai déjà 90 ici. Je connais cet angle-là, je vais pouvoir après utiliser sinus et cosinus. Alors, on se méfie des signes. Y qui descend et Px il recule par rapport à l'axe X. Donc les deux sont négatifs. Avec les régulations de trigonométrie, celui-là c'est le côté opposé Px. Donc je vais utiliser SO, le sinus. Et je vais pouvoir dire que j'ai moins P fois sinus de 10 degrés pour Px. Pour Py, c'est le côté adjacent à l'angle. J'utilise K, le cosinus. Et je vais trouver que ça vaut moins P fois cosinus 10. Je ne redétaille pas, à vous d'exprimer sinus et cosinus, de trouver, et vous retomberez là-dessus. Voilà, j'ai les trois composantes. Maintenant, je vais faire la somme. Alors, si je fais la somme des trois vecteurs, je vais faire la somme des trois composantes. Rx, c'est R, c'est-à-dire c'est 0, pardon. Fx et F, c'est-à-dire que c'est 52. Et moins P, bah P c'est 300 newtons. Et sinus de l'angle, c'est sinus de 10. Donc quand je fais cette opération, je obtiens environ 0 degré. À vérifier, c'est pas tout à fait 0. Hein. Et puis je fais la même opération sur Y. R plus 0 moins P cos 10. R il vaut 295. Moins P c'est 300 fois cos 10. Et je trouve à peu près 0. J'en déduis que les forces se compensent. Alors c'est pas tout à fait 0, c'est vrai. Parce que par le calcul, on trouve à 0, quelque chose de très très faible. Donc d'après la deuxième loi Newton, la somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération, et si l'accélération est nulle, je peux dire que le vecteur accélération c'est un vecteur nul. J'ai la caractéristique du vecteur accélération. Est-ce que le système est à l'équilibre ou pas? Alors, les forces se compensent, mais je vais pouvoir appliquer la première loi de Newton. C'est soit un mouvement rectiligne uniforme, soit une immobilité, un repos. Là, dans la mesure où je cherche à faire monter une valise le long d'un tapis roulant, il est plus probable que ce soit un mouvement rectiligne uniforme. Donc quand les forces se compensent, le système est soit en mouvement rectiligne uniforme, soit à l'équilibre, ce
qui est moins invraisemblable parce que la situation veut qu'on est en train de monter une valise. Donc la valise, il y a toutes les chances qu'elle soit en train de monter en mouvement rectiligne uniforme. Voilà pour cet exercice. Enfin, l'exercice 35, et puis on commencera un exercice type. Exercice 35, on est sur une piste, je vais aller un peu plus vite, la piste est penchée de alpha, un angle alpha. Dans quel référentiel on étudie l'évolution de la vitesse du système enfant plus luge au cours du temps. Donc le système, c'est l'enfant plus la luge, ça a déjà été défini ici. Le référentiel, on regarde ça par rapport à la Terre, donc c'est un référentiel terrestre qui est considéré galiléen. Le repère, il est déjà défini dans l'énoncé au XY, qui est penché comme dans l'exercice précédent, ils ont choisi la même chose. L'avantage ici, c'est que tout le mouvement va se dérouler suivant l'axe OX, puisque la luge, à moins qu'il y ait une bosse, pas de raison qu'elle s'envole au-dessus de la piste. Donc cette vitesse-là, ça va être la vitesse suivant l'axe OX, en fait. Alors, dans quel référentiel le mouvement est utilisé? C'est terrestre. Et la vitesse initiale du système, je la repère ici au point de départ. C'est super simple. Initial, c'est quand l'instant t il vaut 0. Donc ça, c'est l'instant initial. Et la vitesse, je regarde la courbe, c'est 2 mètres par seconde. Donc, et elle est suivant x. Donc je vais pouvoir dire que c'est Vx 0, c'est-à-dire à l'instant initial, vaut 2 mètres par seconde. C'est la vitesse initiale suivant x. Suivant y, il n'y en a pas, puisqu'il n'est pas en train de monter au-dessus de la piste. Question 3. À l'aide de la courbe V égale f de t, détermine la valeur de l'accélération du centre d'inertie du système. Alors, il faut savoir que l'accélération, par définition, c'est la variation de vitesse divisée par la variation de temps, qu'on calcule sous forme de dérivée, quand on le peut. Ici, comme c'est une accélération qui évolue, qui est constante, puisque la vitesse évolue de façon linéaire, l'accélération, elle est uniforme. Donc, je peux calculer ça en prenant 2 points de ma courbe, et je vais calculer la variation de vitesse divisée par la variation de temps, qui en mathématiques s'appelle le coefficient directeur, vous allez comprendre. Donc là, admettons que j'ai choisi un point A ici de ma courbe bleue, facile à repérer puisqu'il a la valeur 2 pour la vitesse et 0 pour le temps. Je repère un autre point qui soit facile à repérer quand je parcours ça. Je m'arrête ici et je constate que ce point-là, il est intéressant parce qu'il est au croisement de deux graduations, qu'il a une valeur de 3 pour l'ordonnée et une valeur de 1 pour la piste. Donc le coefficient, quand je choisis 2 points d'une droite, le coefficient directeur, petit rappel de mathématiques, en mathématiques, c'est YB moins YA divisé par XB moins XA. Ici, donc ça c'est la définition d'un coefficient directeur. Ici, en haut, la variation de vitesse, donc je vais faire VB moins VA, et la variation de temps, je vais faire TB moins TA. Donc, je ne l'ai pas affiché. Donc ici, je vais le faire comme ça. Ici, non mais j'ai plus mon curseur, pardon. Ici, cette relation de maths, on va l'écrire A égale VB moins VA divisé par TB moins TA. Maintenant, VB, il vaut combien? On regarde. VB, alors TB moins TA. Je n'écris pas très bien. Je vais mettre les chiffres maintenant. VB, c'est 3. Moins VA. VA, c'est 2. Le tout divisé par TB moins TA. TB, c'est 1 seconde. Moins TA, c'est 0. Hop. Donc, je me trouve avec 3 moins 1. 3 moins 2, pardon, j'ai dit une bêtise. VA, c'est 2. On l'avait dit ici, c'est la vitesse initiale. Donc 3 moins 2, ça fait 1. Divisé par 1, j'obtiens 1. L'accélération suivant l'axe X vaut 1 mètre par seconde carré. Cette accélération, pour la question 3b, quels sont les sens et la direction du vecteur d'accélération? AX est positif ici, supérieur à 0, donc il est dans le sens de l'axe X. Donc je peux dire que la direction et le sens de A sont ceux de l'axe X, c'est-à-dire ceux de la pente, vers le bas. L'accélération de la luge est suivant la direction de la pente et vers le bas.
Maintenant, le système. Pour la question 4, quelles sont les actions mécaniques qui s'exercent sur le système? Il y en a deux, c'est le poids et la réaction du sol. Parce qu'on nous explique qu'il n'y a pas de frottement. On néglige les frottements de l'air et de la piste. Il n'y a pas de frottement. Donc, il n'y a que le poids et la réaction du sol. On va pouvoir donc maintenant appliquer. On va représenter ces forces. Pourquoi je ne l'ai pas fait tout de suite? Je sais parce que ça ne s'affiche pas comme dans l'ordre que je voudrais. Donc, hop, je vais afficher ça par ici. Et puis, la représentation de toutes mes forces, je vais la mettre là. Alors, j'en étais ici. Alors, voilà. J'applique la deuxième loi de Newton. Ah, non, je n'ai encore pas été au bon endroit. Tac. Ça s'affiche pas dans le bon ordre. Tac. Du coup, ce groupe-là. Donc là, vous pouvez aller prendre un café en attendant que je règle tout ça. Bien, voilà. On revient dessus, c'est un peu lent. J'en étais là. Maintenant, je veux dessiner ces forces pour appliquer la deuxième loi de Newton. Je vais choisir je vais redessiner la piste ici. Je dessine R qui est suivant l'axe OY et P qui est comme ça suivant ni l'axe Y ni l'axe X puisqu'il est vertical. Et je vais repérer ici Y et PX. En mathématiques, cet angle qui est ici, c'est le même qui est là, c'est l'angle alpha. Alors ça se démontre assez facilement. J'aurais bien aimé afficher tout en blanc en dessous, mais c'est pas grave. Je vais l'afficher tout en blanc après. Ici, j'ai un angle droit. J'ai un triangle rectangle. Donc cet angle-là, alpha, ça c'est 90. La somme des trois angles, ça fait 180. Donc cet angle-là, il va valoir 180 moins 90, c'est-à-dire 90, et 90 moins alpha. Donc ici, je vais avoir 90 moins alpha comme angle. Maintenant, si je cherche l'angle qui est ici, alors j'ai 90 degrés ici, l'angle qui est là, et je veux retirer cet angle que je viens de trouver qui vaut 90 moins alpha. Donc je peux faire 90, qui est cet angle ici. Alors je vais le faire comme ça sous forme de carré, ça c'est 90, moins l'angle que je viens de trouver, c'est-à-dire 90 moins alpha, et ben ça va me faire alpha. Ça je le mets entre parenthèses. 90 moins 90 moins alpha, ça va faire plus alpha. Donc cet angle-là, c'est alpha. Voilà, j'ai fait la démo. Et après, on utilise les sinus et les cosinus pour trouver y et px. Alors d'abord, pour rx et pour r, ça va être relativement simple. Rx, c'est 0. Il n'y a pas de valeur de r suivant x. Et ry, ça monte le long de l'axe y, donc c'est plus r. Pour px, ça avance, donc ça va être positif. Je vais pouvoir dire que c'est positif ici. Après, je vais utiliser par rapport à l'angle, c'est le côté opposé, donc je vais utiliser le sinus. Et donc ça va être P fois sinus alpha. Maintenant pour PY, je m'intéresse au signe. PY, il descend par rapport à l'axe Y, donc ça va être négatif. C'est le côté adjacent à l'angle, donc je vais utiliser le cosinus, et ça va être P fois cosinus alpha. Voilà, donc je vais établir la relation vectorielle de ces forces, et là je suis en train de commencer à les projeter sur le repère OXY. Maintenant, je vais additionner ces forces-là pour trouver l'expression de l'accélération. Donc il faut que j'additionne ces deux forces, puis ensuite je vais diviser par m. Par conséquent, sur OX,
quand j'additionne les deux premières forces, j'ai 0 plus P sinus alpha qui est égal à M fois l'accélération, puisque l'accélération, on vient de dire qu'elle était suivant X. Par contre, elle a 0 valeur suivant Y. Donc j'ai cette première relation qui découle de cette relation vectorielle. Et sur OY, ben, je vais pouvoir dire que R moins P cos alpha est égal à 0 puisque j'ai pas d'accélération. Donc voilà, j'ai projeté la relation de la deuxième loi de Newton dans le repère OXY. Maintenant, j'en déduis la valeur de l'angle alpha grâce à une de ces deux relations. Alors, qu'est-ce que je connais? Ben, je connais l'accélération à x qui vaut 1 mètre par seconde. La masse, je la connais pas, mais elle figure aussi de ce côté-là. De toute façon, je vais utiliser la première relation. Vous allez voir qu'on va y arriver. En utilisant la première relation, si je veux déterminer sinus alpha égale quelque chose, il y a une petite erreur de signe là que j'avais pas vu. Ici c'est plus. Donc si je veux sinus alpha égale le reste, bah, le P va passer de l'autre côté en dessous. Je vais diviser. Donc ça va me faire M fois AX divisé par P. Donc je peux dire que sinus alpha est égal à M fois AX divisé par P, sauf que P c'est M fois G. Et dans ce cas, bah, il y a quelque chose de commode, c'est que les masses, alors que je ne les connaissais pas, bah, j'ai pas besoin de les connaître, elles vont se simplifier. Les masses se simplifient. Je prends AX sur G. AX je connais, c'est 1, G je connais, c'est 9,8. Donc maintenant, je vais prendre la fonction inverse de sinus, c'est-à-dire arc sinus. Arc sinus de, de AX sur G pour trouver l'angle. Donc arc sinus de AX sur G, ça va me donner 5,9 degrés. J'ai un angle de 5,9 degrés. Donc je peux déduire la valeur de la pente grâce à l'évolution de sa vitesse. Voilà un exemple pratique de l'application de la deuxième loi de Newton. On termine avec un exercice très important, un exercice hyper important, l'exercice 9. C'est celui qui va être votre exemple de toute la résolution de tous les autres exercices. Vous avez ici la situation, un système, c'est une bille de masse m lâchée sans vitesse initiale d'une hauteur h égale 1 mètre. La bille de centre masse g n'est soumise qu'à l'action mécanique de la Terre modélisée par la force de pesanteur, donc il n'y a que le poids. On choisit pour repère un seul axe OZ, pour faire simple. C'est la situation la plus simple, on va voir d'abord dans un cas simple, qui est orienté vers le bas en plus, ça va me donner que des signes positifs. L'origine 0 correspond à la position initiale de la bille AT égale 0. Établir la relation entre le vecteur accélération du centre et de masse de la bille et le vecteur champ de pesanteur. On nous demande d'appliquer la deuxième loi de Newton ici. Alors vous allez voir, le scénario c'est toujours le même. On commence par définir trois choses. Le système, la bille, le différentiel terrestre. On rajoute, je ne l'ai pas fait ici, qu'il est galiléen. C'est-à-dire que je peux, galiléen, j'arrive pas à l'écrire comme il faut, galiléen, je peux appliquer la deuxième loi de Newton. Le repère est vertical, dirigé vers le bas, c'est le repère OZ. Ensuite, je fais le bilan des forces. Il n'y a qu'une seule force ici, puisqu'on nous dit qu'il est soumis à l'action mécanique de la Terre, c'est-à-dire le poids. Il n'y a pas de force de frottement, il n'y a rien d'autre. Donc, j'ai fait mes définitions, système, référentiel, repère, bilan des forces. Maintenant, je vais appliquer la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton dit que la somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération du système. Ici, la somme des forces extérieures, c'est que le poids, donc je vais remplacer ça par P. Le poids est égal à la masse fois l'accélération en vecteur. Je reste toujours en vecteur, donc le poids, c'est M fois le vecteur champ de pesanteur, qui est égal à M fois l'accélération. Les deux masses vont s'annuler, et je vais en déduire une relation ultra simple qu'on obtiendra à chaque fois qu'on a affaire à une chute libre, c'est que l'accélération du système correspond à l'intensité de pesanteur en vecteur. C'est le cas de toute chute libre. Libre, c'est-à-dire soumis qu'au poids. Bon, ça c'est le point de départ. Maintenant, je vais projeter sur l'axe. Donc là, j'ai la relation entre le vecteur d'accélération et le champ de pesanteur, c'est une égalité. Question 2, je vais projeter ça dans le repère OZ. L'intensité de pesanteur, si je le dessine sur mon croquis, le champ de pesanteur, il est toujours vertical vers le bas, G. Donc ça, c'est le champ de pesanteur. Il montre comment la Terre attire les objets massiques à elle.
eh bien, il est donc suivant l'axe OZ intégralement. J'ai bientôt plus de batterie. Je vais juste faire une pause pour mettre en charge. Je reprends là où j'en étais. Donc, ce que je disais, c'est que G est intégralement vertical et vers le bas, tout comme l'axe OZ. Donc, l'accélération suivant l'axe OZ, qui est défini ici, elle va valoir plus G, donc c'est-à-dire G. Obligé de le mettre le plus simple. Mais c'est pour bien dire que j'ai pensé au sinus. Là, c'est plus parce que l'axe est vers le bas. Bon, ça, une première étape, c'est une première équation horaire. Alors j'ai mis J dépendant du temps, mais en fait, c'est une accélération qui est constante. Elle est constante. C'est la première équation horaire obtenue. Ce scénario, on va toujours le faire. Alors les forces pourront changer, ce qui fait qu'on aura une accélération différente, mais on va toujours faire ça dans le même ordre. Une fois que j'ai ça, il faut que j'en déduise la vitesse Z, ce qu'on appelle les équations horaires du mouvement, qui dépend du temps, et enfin la position Z au cours du temps. C'est toujours le même procédé. Je commence par dire que, par définition, je sais que l'accélération, le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Définition de cours. L'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Ce qui signifie que si je veux aller en sens inverse pour trouver v, au lieu de faire une dérivée, je vais faire ce qu'on appelle une intégration. C'est-à-dire que je vais trouver une fonction qui, quand je la dérive, donnerait g. Donc, par intégration, on va essayer de trouver une fonction qui, quand je la dérive, donne g. Donc, si je mets g fois t et que je dérive par rapport au temps, j'obtiens bien g. Dériver gt par rapport au temps, ça donne g. Mais je pourrais rajouter une constante que je vais appeler vz0. Cette constante, elle pourrait exister et quand je la dérive, c'est les constantes, elle me donne 0, donc je la vois pas ici. Donc je peux toujours avoir une constante. Cette constante-là, je vais la trouver grâce aux conditions initiales de la bille. Donc je mets toujours, quand je fais une intégration, il y a toujours une constante qu'on rajoute, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cette constante, elle correspond à la valeur initiale de cette composante de vitesse, si c'est la vitesse. Donc je la note Vz0. Au tout début du mouvement, quand t vaut 0, tout ça saute, et ben la vitesse, elle vaut V0. C'est la vitesse initiale. Qu'est-ce que je sais des conditions initiales? La vitesse est lâchée sans vitesse initiale. Ça veut dire que Vz0, il vaut 0. Donc, on se dit, or, à l'instant initial, à t égale 0, la vitesse est nulle. Donc, cette constante, en fait, je vais la trouver, elle vaut 0. J'en déduis donc que Vz est égal à g fois t. Voilà la deuxième équation horaire. C'est important toujours de définir une constante qu'on trouve grâce à la condition initiale sur la vitesse ici. Maintenant, deuxième étape, je vais faire le même type de raisonnement, mais pour trouver maintenant la position du vecteur position, c'est-à-dire z. Je vais trouver les z comme il évolue en fonction du temps. Donc ça va être la même procédure. Je vais dire par définition, la vitesse, c'est la dérivée des positions par rapport au temps qu'on note. Vecteur vitesse est égal dérivée par rapport au temps du vecteur position. Nous, comme c'est sur un seul axe, on raisonne que sur z. Et on va essayer de trouver intégration, une fonction qui, quand je la dérive, donne gt. Alors, c'est un t carré que je vais obtenir. Parce que quand je dérive un t carré, j'obtiens un t. Sauf que quand je dérive un t carré, le 2 du carré se met devant. Et moi, je ne le veux pas ici dans le résultat. Donc, pour compenser, je vais mettre un 1,5. Je vais pouvoir donc dire que je vais mettre 1,5 de g fois t au carré. Ça, quand je le dérive, le carré va venir ici, je vais avoir t, et 2 sur 2, ça va s'annuler, et je vais obtenir gt. Donc vous voyez, c'est deux façons d'intégrer. Si j'intègre une constante, ça me donne la constante fois t. Si j'intègre quelque chose qui dépend de t, j'obtiens 1,5 de ce quelque chose fois t au carré. Vous aurez besoin de connaître que ça. Il n'y aura pas plus compliqué en intégration. Il faut quand même que je rajoute, comme tout à l'heure, une constante, parce que quand je dérive une constante, ça fait 0. Donc je rajoute une constante ici, que je vais appeler la constante sur la position initiale, je vais l'appeler Z0. Que je ne connais pas tout de suite. Je sais que si je dérive cette constante, je ne la verrai pas là. Donc là, il peut y avoir n'importe quel chiffre ici. Maintenant, ce chiffre, on va le trouver grâce aux conditions initiales. On va dire que quand l'instant t
vaut 0 secondes, c'est-à-dire au début du mouvement, alors l'altitude Z vaut Z0. Et qu'est-ce qu'on fait? À l'instant initial, on nous dit, on choisit l'origine O qui correspond à la position initiale de la bille. Ça veut dire que l'altitude Z0 de ma bille vaut 0, puisqu'elle est à l'origine au début. Ce qui fait que je vais pouvoir simplifier le Z0 que j'ai là et trouver la dernière équation horaire, celle de la position. 1 demi de gt au carré. Et voilà, j'ai encadré les trois équations horaires, parce que ça dépend du temps, les équations horaires du mouvement. Ensuite, on va pouvoir les utiliser. Montrer que le mouvement de la bille est dans le champ de pesanteur est plan, c'est plus qu'évident. Il est non seulement plan, mais en plus il est rectiligne. Ça se descend verticalement. Plan, ça veut dire que tout se passe dans un plan, et pas dans l'espace à 3 dimensions, mais que 2 dimensions. Là, non seulement c'est plan, mais c'est rectiligne, donc c'est évident. Ça prouver que c'est dans un plan, il suffit qu'il y ait une des trois coordonnées qui valent 0, ou qui est toujours constante. Dans ce cas-là, c'est que ça se déplace dans un plan. Ça se passe sur un seul axe, donc le mouvement est non seulement plan, mais il est rectiligne. Petit 4, quelle est la durée de chute? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment on peut savoir combien de temps ça va chuter? Grâce à ces équations, on va pouvoir savoir. Il y a quelque chose que je dois pouvoir déterminer au moment où ça finit de chuter. Imaginez cette bille qui tombe. Il y a quelque chose concernant ces équations que je vais connaître au moment où la bille va arriver ici en bas. Je vais connaître son altitude à la fin. Z, ça va valoir H. Quand la bille aura fait une distance de H, c'est-à-dire la hauteur de chute, je vais pouvoir dire que Z est égal à H. Et là-dedans, tout sera connu sauf le temps. Je vais pouvoir en déduire le temps. Donc je vais pouvoir dire que la bille tombe au sol quand Z sera égal à la hauteur de chute, H. Maintenant j'utilise cette équation et je vais en déduire T. Ainsi, donc 1 demi de gt au carré est égal à H. Le G, je le fais passer de l'autre côté, il passe dessous. Le 2 qui est dessous, je le fais passer de l'autre côté, il passe au-dessus. Ça me fait T est égal à racine carrée de 2H sur G. Je le calcule et j'obtiens 0,45 secondes pour le temps de chute. Alors j'ai mis 3 chiffres significatifs parce que j'ai pris pour G 9,81 et puis 1,00, il manque une virgule ici, pour la hauteur de chute. Donc je sais qu'une bille lâchée à 1 mètre de haut va mettre 0,45 secondes pour tomber. Faites essai avec votre stylo ou n'importe quoi, vous allez voir que c'est à peu près ça. Vous le lâchez de 1 mètre de haut, ça va prendre une demi-seconde à peu près pour arriver au sol. Question 5, quelle est la vitesse maximale atteinte par la bille? La vitesse maximale sera atteinte au moment où ça arrive en bas. Du coup, je connais déjà le temps qu'il a fallu pour arriver en bas. Et la vitesse dépend du temps. Je vais du coup utiliser ce temps-là. Je vais mettre dans l'expression de la valeur de la vitesse pour trouver cette vitesse quand c'est arrivé tout en bas. Et ça sera maximal. Donc la vitesse maximale est atteinte quand on est arrivé à la fin de la chute, c'est-à-dire à t égale à 0,45 secondes. J'ai fait une erreur en recopiant. Donc la vitesse maximale est atteinte quand le temps est égal à j'arrive pas à mettre les annotations, 0,45. Bon, vous aurez corrigé par vous-même. C'est le temps que j'ai calculé précédemment. Du coup, je mets ce temps-là ici, ça me fait 9,80 fois 0,45 et je trouve que ça tombe à une vitesse maximale en bas de 4,4 mètres par seconde. Voilà. Donc vous voyez qu'à partir simplement de la connaissance de l'application de la deuxième loi de Newton et en connaissant les conditions initiales, est-ce qu'il y avait une vitesse au départ ou pas? Est-ce que c'était une position, une altitude particulière au départ ou pas par rapport au repère? Grâce à ça, je peux trouver des équations. Et ce scénario-là, on va le dérouler dans des situations de plus en plus compliquées. Mais ça sera toujours le même raisonnement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous voyez en noir ce que j'ai mis, il faudra toujours le dire. Alors j'aurais pu mettre ça aussi, il faudra toujours le dire. Et faire toujours la même démarche. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo.